Sur le rebord de la fenêtre, la lumière rouge de la caméra de Harper clignotait, pointée droit sur la porte de l'hôpital. Chaque fois que l'ascenseur sonnait dans le couloir, ma fille levait la tête de l'oreiller. Sa jambe gauche était immobilisée dans une attelle, son poignet droit enveloppé dans un plâtre. 2 jours plus tôt, une voiture avait percuté le côté passager de la mienne, nous envoyant tournoyer au milieu d'un carrefour. C'était son 14e anniversaire. « Est-ce que mamie a répondu ?» demanda-t-elle. Je baissai les yeux vers la conversation de groupe familial. J'avais écrit un simple message, Harper est réveillée. Elle ne veut pas de cadeau. Elle veut juste voir tout le monde quelques minutes aujourd'hui. Ma mère répondit la première, je suis occupée. Est-ce vraiment si important? On pourra fêter ça quand elle sera à la maison. Puis ma sœur, Mélissa, réagit avec un emoji qui rit, pas d'humeur pour les drames d'hôpital aujourd'hui. Je fixai ces mots jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Harper observait mon visage, essayant de lire la réponse avant que je ne la lui donne. Je tapais un seul mot, OK. Puis je quittai le groupe et les bloquai tous, un par un. L'expression de Harper ne changea pas tout de suite. C'est ce qui m'effraya le plus. Tu les as bloqués, murmura-t-elle. Oui. Son regard retourna vers la porte, puis vers la caméra qui l'enregistrait. Alors, comment saurons-nous s'il change d'avis? Je n'avais pas de réponse. 3 mois plus tard, ce même encadrement de porte vide remplirait l'écran d'un auditorium, tandis que ma mère, assise derrière moi, chuchoterait « Éteins ça ». Mais le film ne parlait pas de vengeance, il parlait de ceux qui étaient venus. Le temps que ma famille comprenne ce qu'elle avait perdu, ma fille avait enfin cessé de maintenir leur cohésion. Avant de vous ramener à ce matin à l'hôpital, dites-moi d'où vous écoutez. Restez avec moi pour voir ce qui s'est passé ensuite, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le reste de l'histoire de Harper. Quelques heures avant que j'envoie ce message, je me suis réveillé au doux couinement de semelles en caoutchouc, et j'ai trouvé Keisha Ward debout près du lit de Harper, une couronne en papier à la main. Keisha l'avait découpée dans un menu jaune de la cafétéria et décoré d'étoiles bleues. Un côté penchait plus bas que l'autre, car elle l'avait confectionné pendant son service de nuit. Le règlement de l'hôpital exige que toutes les jeunes de 14 ans portent des bijoux extrêmement chers le jour de leur anniversaire, dit-elle. Harper ouvrit un œil. Les médicaments rendaient ses mouvements lents, mais le coin de sa bouche se souleva. Est-ce que c'est assuré? Absolument pas, Keisha posa délicatement la couronne au-dessus de la petite égratignure près de la racine des cheveux de Harper. Harper grimaça en se déplaçant contre l'oreiller, puis masqua sa douleur par un sourire. Elle faisait ça depuis l'opération. Elle essayait de minimiser chaque mouvement difficile, pour que je ne m'inquiète pas. Sur le rebord de la fenêtre, sa caméra compacte faisait face à la porte fermée. Je supposais qu'elle l'avait placée là parce qu'elle filmait tout, la lumière du soleil sur de vieilles photographies, Piper riant avec du lait qui lui sortait du nez, mes mains préparant la terrible recette de pancakes d'Owen à l'anniversaire de sa mort. Je ne demandais pas pourquoi l'objectif était pointé vers le couloir. Keisha proposa d'apporter un cupcake de la cafétéria. Harper la remercia, mais dit qu'elle n'avait pas faim. Je lui demandai si elle voulait des ballons, un plus gros gâteau après le déjeuner, ou un appel vidéo avec ses camarades de classe. Je n'ai pas besoin d'une fête, dit-elle, sa voix affaiblie par la fatigue. Est-ce que mamie et papy pourraient venir? Et tante Missy? Juste pour 10 minutes. La demande semblait si modeste que je répondis trop vite, bien sûr qu'ils le peuvent. Mes parents habitaient à 35 minutes de l'hôpital pour enfants de Riverton. Mélissa vivait un peu plus loin, mais elle travaillait à son compte et gérait son propre emploi du temps. Ils étaient au courant de l'accident depuis la première nuit. Ils savaient que Harper avait subi une intervention chirurgicale pour stabiliser sa fracture du fémur. Ils savaient que son poignet droit était fracturé, et que les médecins la surveillaient pour des symptômes de commotion cérébrale légère. Je pensais qu'un anniversaire leur donnerait une raison de ne plus avoir peur de l'hôpital, et de simplement être là. Harper regarda vers la porte quand l'ascenseur sonna. « Ils viendront peut-être avant le déjeuner, dit-elle. Je vais leur envoyer un message maintenant. » J'ouvris notre conversation de groupe familial et tapai soigneusement. Je ne décrivis ni les vices, ni la douleur, ni la façon dont Harper avait pleuré quand 2 infirmières l'avaient aidé à se tourner dans le lit. Je ne voulais pas que la culpabilité soit l'invitation. Je leur dis qu'elle était réveillée, qu'elle ne voulait pas de cadeau, et que son seul souhait d'anniversaire était de voir tout le monde quelques minutes. Harper me regarda appuyé sur « Envoyer ».
Le message s'afficha comme « distribué » presque immédiatement. Walter, mon père, le lut en premier. Sa petite photo de profil apparut sous le texte, mais il ne répondit pas. Ma mère le lut ensuite, puis Mélissa. Pendant un instant, 3 petits points apparurent à l'écran. Harper les remarqua aussi. Mamie est en train d'écrire. Les points disparurent. Ils revinrent, puis disparurent à nouveau. La réponse de Linda apparut enfin, je suis occupée. Est-ce vraiment si important? On pourra fêter ça quand elle sera à la maison. Mon estomac se noie. Je lus les mots 2 fois, cherchant une signification plus douce cachée à l'intérieur. Il n'y en avait aucune. Avant que je puisse décider quoi dire, Mélissa ajouta une réaction, rire, à mon message. Pas d'humeur pour les drames d'hôpital aujourd'hui. La photo de Walter restait sous la conversation. Il avait tout vu. Il ne disait toujours rien. Je ressentis la même clarté glaciale qui m'avait envahi au carrefour après l'impact, quand la fumée avait rempli la voiture et que Harper avait cessé de me répondre. À ce moment-là, j'avais détaché ma ceinture, forcé ma portière, et grimpé par-dessus le verre brisé pour la rejoindre, avant que quiconque puisse me dire d'attendre. J'agis de la même manière maintenant. Ok, j'envoyais le message, quittais le groupe, et bloquais Linda, Walter et Mélissa, l'un après l'autre. Chaque nom disparut de mon écran, comme une porte qui se verrouille. Pendant une brève seconde, ce fut une sensation agréable, nette, définitive. Puis je levai les yeux. Le visage de Harper s'était figé. La tablette sur son plateau était sombre, à l'exception du faible reflet de mon téléphone. Je réalisai qu'elle avait vu les messages, à l'envers, dans la vitre. « Tu n'as pas besoin de me le dire, » dit-elle. Je posai mon téléphone. « Harper, j'ai vu la réponse de mamie. J'ai vu l'emoji aussi. » Ses yeux étaient secs, ce qui rendait la pièce plus dangereuse que si elle avait pleuré. Elle regarda vers la porte alors qu'un autre ascenseur sonnait. Un homme transportant des fleurs passa sans ralentir. « Tu les as bloquées ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne les laisserai plus te faire de mal. » Ses doigts se resserrèrent sur le bord de la couverture. Le plâtre rendait le mouvement maladroit. Et si papy allait t'appeler? Et si mamie changeait d'avis? Alors elle aurait dû réfléchir avant d'écrire ça. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je pris une profonde inspiration. Tu es allongé dans un lit d'hôpital le jour de ton anniversaire. Tu ne devrais pas avoir à attendre des gens qui ont besoin de temps pour décider si tu comptes pour eux. Harper détourna son visage de moi. Je voulais qu'elle se sente protégée. Au lieu de cela, je vis ses épaules se recroqueviller. Tu fais toujours ça, dit-elle. Faire quoi? Décider de ce qui me fait le plus de mal, avant même de me le demander. Les mots tombèrent sans force, mais ils coupèrent plus profondément que des cris ne l'auraient fait. J'avançai la main vers la sienne, et m'arrêtai avant de la toucher. Tu veux que je les débloque? Je ne sais pas, tu veux que j'appelle papy? J'ai dit que je ne savais pas. La douleur et l'épuisement aiguisèrent sa voix. Une seconde plus tard, la culpabilité traversa son visage. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Elle regarda la caméra sur le rebord de la fenêtre. Sa lumière rouge continuait de clignoter. Tu peux l'éteindre, demandai-je. Harper secoua la tête. Pas encore. Keisha revint avec un petit cupcake à la vanille et une bougie, puis s'arrêta en sentant le silence dans la pièce. Elle ne posa pas de questions. Elle posa le cupcake sur le plateau, ajusta la bouteille d'eau de Harper, et nous dit qu'elle reviendrait quand Harper serait prête. Cette simple gentillesse faillit me briser. Harper ne fit pas de vœux. Elle regarda la flamme jusqu'à ce qu'elle se courbe sous le souffle de la ventilation, puis me laissa la souffler pour elle. La chaise à côté de son lit resta vide pendant le déjeuner. Elle resta vide quand le kinésithérapeute vint, quand Piper envoya une vidéo de nos camarades de classe chantant faux, et quand la lumière de l'après-midi se déplaça sur le sol. Près du coucher du soleil, Harper jeta un coup d'œil à la caméra. Elle a enregistré toute la journée? Oui, tout le temps où nous avons attendu. Je regardais la chaise vide, la porte fermée, et la petite lumière rouge qui clignotait encore. Oui. Harper déglutit et ferma les yeux. Je ne sais pas si je veux garder ça, dit-elle. Mais je ne veux pas encore l'effacer. Harper garda l'enregistrement. Elle ne le regarda pas cette nuit-là.
Elle me demanda de retirer la carte mémoire de la caméra et de la placer dans le gobelet en plastique à côté de son lit, là où les infirmières avaient rangé ses bagues et ses élastiques à cheveux. Puis elle ferma les yeux et dit qu'elle était fatiguée. Je m'assis près d'elle tandis que les lumières du couloir s'atténuaient. La chaise vide restait entre nous et la porte. J'avais passé la journée à croire que cette chaise représentait l'échec de ma famille. Après ce que Harper avait dit, elle représentait aussi une décision que j'avais prise pour elle. Vers minuit, elle se réveilla quand la pompe à perfusion bipa. Je l'aidai à boire de l'eau, et son regard se posa sur le gobelet. Cette carte à papa dessus aussi, murmura-t-elle. Je crus que les médicaments la rendaient confuse. Ton père ? Pas cet enregistrement. Le projet. Après que l'infirmière eut vérifié sa tension artérielle, Harper me demanda d'ouvrir l'ordinateur portable dans son sac à dos. Piper l'avait apporté à l'hôpital, avec le chargeur de la caméra de Harper et un sweatshirt qui disait « Film Now, Panic Latte ». L'écran se remplit de dossiers portant des dates, des noms et des images miniatures. Un dossier se trouvait tout en haut, les gens qui m'ont fait. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Mon documentaire pour Mademoiselle Alvarez. » Rena Alvarez enseignait les arts médiatiques à l'école de Harper. À la fin du semestre précédent, elle avait assigné à chaque élève un court documentaire articulé autour d'une question, qui ou quoi avait façonné la personne qu'il devenait. Harper avait choisi notre famille. Elle ouvrit le projet de la main gauche, se déplaçant lentement car chaque mouvement tirait sur l'os réparé de sa cuisse. Un carton de titre apparut sur une vieille vidéo amateur d'Owen, agenouillé dans notre cuisine, essayant de retourner un pancake d'une main pendant que Harper, 9 ans, riait derrière la caméra. Mon mari était décédé 5 ans plus tôt d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucune conversation finale. Un matin, il nous avait embrassés pour nous dire au revoir. Au dîner, l'hôpital avait placé son alliance dans ma paume. Pendant des mois, Harper s'était inquiété de l'oublier. Pas les grands faits, mais les détails qu'aucune nécrologie ne pouvait contenir, la façon dont il sifflait seulement la moitié d'une chanson, la pause avant de rire, le son exact de sa voix quand il l'appelait « ma puce ». Nous n'avions qu'une poignée de vidéos où il parlait clairement. Après ça, Harper avait commencé à enregistrer tout le monde. Au début, cela ressemblait à un deuil qui trouvait un passe-temps. Elle filmait ma mère expliquant comment faire de la confiture de pêche. Elle enregistrait Walter réparant une lampe. Elle capturait Melissa racontant la même histoire de 3 manières différentes, car Melissa croyait que chaque version devait être plus drôle que la précédente. J'avais appelé Harper notre historienne de famille. Je ne lui avais jamais demandé ce qu'elle craignait qu'il arrive si elle arrêtait. Sur l'ordinateur portable, la vidéo du pancake d'Owen s'estompait pour laisser place à une interview de Linda. Ma mère était assise bien droite dans son salon, cheveux argentés parfaits, mains jointes sur un genou. La famille, c'est la seule chose qu'on ne quitte pas, disait Linda à l'écran. Les traditions rapprochent les gens, surtout quand la vie devient difficile. Harper mit la vidéo en pause. Elle aimait cette réponse. Elle m'a demandé de l'utiliser vers le début. 12 heures plus tôt, Linda avait demandé si rendre visite à sa petite fille blessée était vraiment si important. Harper cliqua sur d'autres interviews. Walter parlait de loyauté depuis son atelier. Melissa, assise sous une lumière circulaire, disait que la famille signifiait savoir que quelqu'un serait toujours là, même quand on n'était pas au mieux de sa forme. Chaque réponse avait semblé chaleureuse quand Harper l'avait enregistrée. Maintenant, chaque phrase sonnait comme une preuve à charge contre la personne qui parlait. Mamie voulait ça pour l'anniversaire, dit Harper. Le 40e anniversaire de mariage de Linda et Walter était prévu pour début septembre. Ma mère avait réservé une salle privée au conservatoire de Riverton, commandé des verres gravés, et envoyé les invitations avant le début de l'été. Elle avait demandé à Harper de transformer les interviews en un court film pour la célébration. Harper avait accepté immédiatement. J'allais finir les 2 versions ensemble, expliqua-t-elle. Celle de l'école serait plus longue. Celle de mamie aurait plus de photos de mariage, et moins de tante Missy qui parle. Malgré tout, je souris. Ça semble sage. La chronologie du projet montrait un espace vide à la fin. Qu'est-ce qui était censé aller là, demandai-je. Harper regarda vers la porte de l'hôpital. Ça. Je voulais qu'ils entrent tous ensemble. Pas tous en même temps si les infirmières ne le permettaient pas, mais assez pour que je puisse filmer tout le monde autour du lit. Elle bougea, grimaça, et attendit que la douleur passe.
Ensuite, j'allais poser une question. Quelle question? Qu'est-ce que la famille signifie, quand la vie devient difficile? La pièce sembla se contracter autour de moi. Harper n'avait pas pointé la caméra vers la porte simplement parce qu'elle voulait la preuve qu'ils étaient venus. Elle avait préparé une fin surprise pour un film qui leur rendait hommage. Elle avait essayé de transformer une jambe cassée, un poignet fracturé, et un anniversaire à l'hôpital en un nouveau souvenir de famille. Ils avaient répondu à sa question sans même entrer dans la pièce. Mon téléphone vibra sur le plateau. Un numéro inconnu de Riverton avait appelé 3 fois ce soir-là. C'est eux, demanda Harper. Je ne sais pas, tu les as bloqués, alors ils utilisent probablement d'autres téléphones. L'appel cessa. Un message vocal apparut, suivi de 2 autres provenant de numéros différents. Je retournai le téléphone face contre table. La mâchoire de Harper se crispa. Tu ne vas pas écouter. Pas ce soir. Tu veux dire, tu ne vas pas me laisser écouter. Tu as subi une opération. Tu es épuisé, et il parle de moi. J'essaie de te protéger en m'assurant de tout savoir d'abord. Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux, respirant à travers la douleur et la colère. Je voulus me défendre. Au lieu de cela, je me souvins de ce qu'elle avait dit cet après-midi, je ne pouvais pas savoir ce qui la blessait le plus sans le lui demander. Je posai le téléphone sur la couverture à côté d'elle. On peut t'arrêter quand tu veux, dis-je. Ou attendre. Harper m'étudia. Reste. Je reste. Le premier message venait de Linda, appelant depuis le téléphone d'un voisin. Samantha. Tout le monde est contrarié et personne n'avait les idées claires. Cela prend des proportions bien plus grandes que nécessaire. Harper sait que nous l'aimons. Il n'y a aucune raison de punir toute la famille pour un simple problème d'emploi du temps. Appelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable. Il n'y avait aucune excuse. Elle ne demandait pas comment Harper se sentait, ni si sa douleur s'était améliorée. Harper appuya sur le message suivant. La voix de Walter était basse et incertaine. Sam, c'est papa. J'allais venir après le déjeuner. Ta mère pensait que nous devrions attendre que Harper soit moins fatigué. J'aurais dû appeler. Dis-lui que papy l'aime. Harper fixa le téléphone. Il allait venir. Il n'est pas venu, dis-je prudemment. Le troisième message était de Melissa. La réaction et rire était un accident, mon pouce a glissé. Et si Harper pense que je me moquais d'elle, alors elle est trop sensible. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur pour les drames d'hôpital parce que maman rendait déjà tout stressant. S'il te plaît. Ne transforme pas ça en une querelle familiale permanente. Le visage de Harper s'empourpra. Éteint. J'arrêtai le message. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous ne parla. Je n'expliquais pas pourquoi Linda minimisait, pourquoi Walter hésitait, ou pourquoi Melissa faisait toujours passer la cruauté pour un malentendu. Je suis juste resté assise à côté de Harper. Le lendemain matin, Keisha entra en poussant une grappe de ballons si grande qu'elle dut les incliner pour passer la porte. Des lettres dorées éplaient, joyeux anniversaire, et une carte de livraison pendait à un ruban. Ton fan club a trouvé la boutique de cadeaux, dit Keisha, puis elle vit l'expression de Harper et plaça silencieusement les ballons dans un coin. J'ouvris la carte seulement après que Harper eut hoché la tête. Nous fêterons ça correctement quand tout sera rentré dans l'ordre. Avec tout notre amour, mamie, papy et tante Missy. Harper l'a lu 2 fois. Quelque chose de rigide était clipsé derrière la carte. Je retirai un mot plié, écrit de la main de Linda. Samantha, s'il te plaît, fais en sorte que Harper envoie le disque dur de l'anniversaire d'ici vendredi. Melissa a besoin des fichiers d'interview pour finir la présentation, et nous ne pouvons pas retarder le programme de la salle. Harper tendit la main. Je lui donnai le mot. Elle regarda les ballons, puis l'ordinateur portable, puis de nouveau les mots de ma mère. Ils n'ont pas pensé à venir pour moi, dit-elle. Mais ils se sont souvenus de ce que je faisais pour eux. 3 jours après l'anniversaire de Harper, l'infirmière de l'accueil appela le téléphone de ma chambre et me dit que mes parents attendaient en bas. Ils n'avaient pas appelé avant. Ils n'avaient pas envoyé un autre message pour demander si Harper était réveillée, si les analgésiques aidaient, ou si les médecins avaient décidé quand elle pourrait commencer à mettre du poids sur sa jambe blessée. Ils étaient simplement arrivés. J'avais ajouté une restriction de visiteurs au dossier de Harper le lendemain de son anniversaire.
Keisha m'avait aidé à la remplir, après que je lui avais expliqué que certains parents pourraient essayer d'entrer sans permission. J'avais listé Piper, Mademoiselle Alvarez, et 2 voisins qui avaient offert leur aide. Linda, Walter et Melissa n'y figuraient pas. Voulez-vous que la sécurité leur demande de partir, demanda l'infirmière. Je regardais Harper. Elle dormait après sa séance de kinésithérapie, une main recroquevillée contre sa poitrine. La sueur humidifiait encore les cheveux près de ses tempes. Ce matin-là, elle avait réussi à s'asseoir, les 2 pieds soutenus, pendant près de 4 minutes. Tout le monde avait appelé ça un progrès. Harper avait pleuré après le départ du thérapeute. Je vais descendre, dis-je. Le hall de l'hôpital était lumineux et bondé, la lumière du soleil se reflétant sur le sol poli. Linda se tenait près du bureau d'information, portant une robe bleu marine et des boucles d'oreilles en perles, comme si elle venait de déjeuner plutôt que de rendre visite à une enfant blessée. Walter tenait un sac cadeau en papier dans une main, des ballons roses attachés à sa poignée. Linda jeta un coup d'œil à l'agent de sécurité près des ascenseurs avant de me regarder. C'est humiliant. Pas, bonjour, pas un, comment va Harper? Vous êtes venu sans appeler. C'est notre petite fille. Nous ne devrions pas avoir besoin d'un rendez-vous. C'est une patiente qui se remet d'une opération. Linda baissa la voix, mais la colère restait. Alors laisse-nous monter et régler ce malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, Samantha. J'étais occupé, ton père était fatigué, Melissa avait déjà des projets, et Harper était en sécurité dans un hôpital, entouré de professionnels. Nous pensions qu'il était plus logique de fêter ça après son retour à la maison. Elle a demandé 10 minutes. Les anniversaires peuvent être fêtés à nouveau, dit Linda, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à une employée difficile. L'anniversaire de mariage, non, continua TL. Le conservatoire est réservé, l'acompte du traiteur n'est pas remboursable, et des parents viennent de 3 États différents. Nous ne pouvons pas tout réorganiser parce que tu as décidé de transformer un après-midi désagréable en une crise familiale. Walter changea le sac cadeau de main. Ta mère ne dit pas que nous avons parfaitement géré la situation. Elle n'a pas prononcé le nom de Harper une seule fois depuis que je suis descendu. Ses yeux se tournèrent vers les ascenseurs. Je lui ai apporté un cadeau. Elle n'a pas demandé de cadeau. Je sais. J'aurais dû venir ce jour-là. Linda lui lança un regard acéré. Les épaules de Walter s'affaissèrent, et je vis l'excuse mourir avant même d'atteindre son visage. Je ne veux pas que cette famille soit déchirée pour un mauvais après-midi, dit-il. Les mots étaient doux, presque suppliants. Cela les rendait pires. Vous continuez à appeler ça un après-midi, dis-je. Harper appelle ça son anniversaire. Linda croisa les bras. C'est exactement ce que je veux dire. Tu fais en sorte que chaque phrase sonne cruelle, parce que tu veux justifier ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est arrêter de répondre à des gens qui se sont moqués de ma fille depuis un lit d'hôpital. Melissa a déjà expliqué que, comme si elle était invoquée par son nom, le téléphone de Linda se mit à sonner. Elle regarda l'écran et répondit en haut-parleur. On est avec Samantha maintenant. La voix de Melissa emplit l'espace entre nous. Enfin. Sam, peux-tu s'il te plaît dire à maman où Harper a mis le disque dur de l'anniversaire? J'ai choisi la musique, mais je ne peux pas finir la présentation sans les interviews. Je fixai Linda. C'est donc pour ça que vous êtes venu. Nous sommes venus voir Harper, dit Walter. Linda parla par-dessus lui. Nous sommes venus faire les deux. Il n'y a aucune raison que tout le reste s'arrête pendant que tu es en colère. Melissa soupira au téléphone. La salle veut la durée finale pour lundi. Harper a tous les clips originaux, y compris l'interview de l'atelier de papy et les vieilles photos de mariage. J'ai besoin des fichiers aujourd'hui. Harper ne travaille pas sur votre présentation depuis un lit d'hôpital. Personne ne lui a demandé de travailler. Apporte juste le disque dur. Vous avez envoyé des ballons avec un mot demandant le disque, avant même de demander si elle pouvait se tenir debout. Ce n'est pas juste, dit Linda. Nous lui avons envoyé des ballons d'anniversaire. Vous y avez joint une date limite. Une famille passa devant nous en direction des ascenseurs. Un petit garçon tenait la main de sa mère et traînait un dinosaure en peluche derrière lui. Je me forçai à baisser la voix. Je ne discuterai pas de ce disque dur tant que vous trois n'aurez pas reconnu ce que vous avez dit. Melissa laissa échapper un rire, mais sans humour.
J'ai dit que mon pouce avait glissé. Tu as tapé la phrase suivante. Je parlais des drames de maman, pas de Harper. Tu l'as écrit sous un message vous demandant de lui rendre visite. Walter se frotta la main sur le visage. Pouvons-nous s'il vous plaît arrêter de faire ça en public? L'expression de Linda se durcit. C'est ce que Samantha veut. Elle veut un public, pour qu'elle puisse nous faire passer pour des monstres sans cœur. Je vous ai demandé de monter il y a 3 jours. Tu nous as bloqués avant que quiconque puisse s'expliquer. Vous vous étiez déjà expliqué. Vous étiez occupé. Linda s'approcha, gardant sa voix assez basse pour que nous seuls puissions l'entendre. Tu te sers de Harper pour punir toute cette famille. Pendant une seconde, chaque son dans le hall sembla s'éloigner de moi. Je pensais à Harper fixant la porte pendant que la caméra enregistrait un couloir vide. Je pensais aux mots de Linda clipsés derrière la carte d'anniversaire. Je pensais à la façon dont Harper avait tressailli quand j'avais dit que je la protégeais. Mes mains se crispèrent le long de mes flancs. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Linda ne recula pas. Alors arrête de le prouver. Laisse-nous la voir, donne à Melissa les fichiers, et mettons fin à tout ça. Je voulais crier. Je voulais que les infirmières, l'agent de sécurité, et chaque étranger dans le hall entendent exactement ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, je regardais Walter. Es-tu venu parce que tu voulais voir Harper? Oui. Serais-tu venu si Melissa n'avait pas eu besoin du disque? Sa bouche s'ouvrit, mais Linda répondit la première. Cette question est insultante. Walter ne répondit pas du tout. Je me tournai vers les ascenseurs. Vous ne montez pas aujourd'hui. Linda cria mon nom, mais je continuai à marcher. Derrière moi, la voix de Melissa s'éleva du téléphone, exigeant que je revienne. La sécurité se plaça entre mes parents et les portes de l'ascenseur avant qu'ils ne puissent me suivre. Le temps que j'atteigne l'étage de Harper, ma colère s'était durcie en quelque chose de lourd et de froid. Je l'avais protégée de les entendre minimiser sa douleur. J'avais aussi empêché qu'elle entende quoi que ce soit d'autre qu'ils auraient pu dire. Harper était réveillé quand j'entrai. Son ordinateur portable était ouvert sur le plateau roulant, mais l'écran était devenu noir. Ils sont venus, dit-elle. Je m'arrêtai à côté du lit. Comment le sais-tu? Papy a laissé un message vocal. J'avais oublié qu'il avait encore le numéro de Harper. Qu'a-t-il dit? Qu'ils étaient en bas et que tu ne les laissais pas monter. Je rapprochai la chaise visiteur. Il voulait parler de ce qui s'est passé. Harper m'observa attentivement. Est-ce que mamie a demandé à me voir? Oui. Avant ou après avoir demandé le film? La question me prit au dépourvu. Ils ont mentionné les deux. Ce n'est pas une réponse. Je ne sais pas ce qui comptait le plus pour elle. Harper pinça les lèvres. Ses yeux s'emplirent, mais l'irritation atteignit son visage avant que les larmes ne puissent couler. Tu aurais dû me laisser les entendre. Il me blâmait. Ta tante voulait les fichiers. Ta grand-mère a dit que ton anniversaire pouvait être fêté plus tard. Alors j'aurais dû entendre ça. Tu as mal. Tu as à peine dormi la nuit dernière. Ça ne veut pas dire que je suis stupide. Je n'ai pas dit ça. Tu agis toujours comme si, parce que quelque chose est mauvais, je ne devrais pas être autorisé à le savoir avant que tu ne l'aies arrangé. J'essayais de les empêcher de te faire du mal à nouveau. Ils l'ont déjà fait. Sa voix s'éleva, et la douleur crispa son visage. Elle bougea trop vite, puis attrapa la couverture quand le mouvement tira sur sa jambe. Harper, doucement, ne me dis pas de me calmer. J'ai dit et doucement parce que tu as bougé ta jambe. Je sais ce que tu as dit. Elle détourna le visage, respirant fort. Un instant plus tard, sa colère s'effondra en honte. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas ta faute. Une partie l'est. Elle me regarda à nouveau. J'avais raison de ne pas les laisser entrer dans cette chambre et faire comme si de rien n'était, dis-je. Mais avoir raison à leur sujet ne signifie pas que j'avais raison de tout décider pour toi. Harper fixa l'écran noir de l'ordinateur portable. Je veux l'ordinateur de la maison. Pourquoi faire? Je veux supprimer le documentaire. Je sentis ma poitrine se serrer. Tu y as travaillé pendant presque 1 an. C'est mon projet. Tu es épuisé, en colère, et tu prends des médicaments qui rendent la concentration difficile.
Tu ne devrais pas prendre une décision permanente ce soir. Son expression changea immédiatement. Et voilà, tu recommences. Je te demande d'attendre. Non, tu décides que ma raison n'est pas assez bonne parce que je suis blessé. Je ne veux pas que tu détruises quelque chose que tu pourrais vouloir plus tard. Et je ne veux pas de leur visage sur mon ordinateur. Sa voix trembla. Elle repoussa le plateau de l'ordinateur de sa main valide, puis grimaça lorsque le mouvement secoua son poignet. Aucun de nous ne parla pendant plusieurs secondes. Finalement, je dis, j'apporterai l'ordinateur de la maison. Je n'ouvrirai pas le projet, ne copierai rien, ni ne toucherai un fichier, à moins que tu ne me le demandes. Harper parut méfiante plutôt que soulagée. Et si je veux le supprimer? Alors nous parlerons de ce que tu veux avant que tu le fasses. J'écouterai d'abord. Ça sonne toujours comme si tu pourrais dire non. Ça veut dire que j'essaie de ne pas prendre une autre décision pour toi, tout en étant honnête sur le fait que j'ai peur que tu le regrettes. Elle essuya une joue contre l'oreiller. Je déteste ça. Je sais. Je les déteste, puis ils me manquent, puis je me déteste de me manquer d'eux. Je tendis la main vers la sienne et attendis. Après un moment, elle tourna sa paume vers le haut. Ce soir-là, j'apportai son plus grand ordinateur de montage de la maison et le plaçai sur la table à côté du lit. Je ne demandai pas le mot de passe. Harper ouvrit le documentaire elle-même. Les interviews apparurent le long de la chronologie, Linda parlant de tradition, Walter de loyauté, Melissa de toujours être là. Harper regarda leur visage sans appuyer sur lecture. Si les gens dans ce film ne sont pas ceux que je pensais qu'ils étaient, dit-elle, alors peut-être que tout le film est un mensonge. L'après-midi suivant, Rena Alvarez appela alors que Harper essayait de manger de la soupe avec sa main gauche. Harper avait refusé la cuillère adaptée que Keisha avait apportée, car elle disait que ça lui donnait l'impression d'avoir 90 ans. Après avoir renversé du bouillon sur la couverture 2 fois, elle l'accepta sans autre discussion. Je tenais le téléphone en haut-parleur près de son oreiller pendant que Rena posait des questions sur l'opération, la commotion cérébrale, et si Harper pouvait tolérer plus de quelques minutes de temps d'écran. Le documentaire peut attendre, dit Rena. Je peux prolonger ton délai autant que nécessaire. Tu n'as rien à décider pendant que tu te reposes. Harper regarda l'ordinateur de montage à côté de son lit. Elle n'avait pas ouvert le projet depuis qu'elle l'avait qualifié de mensonge. Je veux vous envoyer la version que j'ai maintenant, dit-elle. Tu n'es pas obligé de soumettre un film inachevé. Je sais. Je veux juste que quelqu'un d'autre l'ait, avant que je décide de le supprimer ou non. Rena resta silencieuse un moment. Alors envoie-moi une ébauche, pas une décision. Ce sont deux choses différentes. Harper accepta. Quand l'appel se termina, elle rapprocha le plateau de l'ordinateur et essaya d'utiliser le trackpad avec sa main gauche. Ses mouvements étaient maladroits, et le plâtre de son poignet droit s'accrochait constamment au bord de la couverture. « Tu peux l'exporter » me demanda-t-elle. Juste la chronologie telle qu'elle. Ne change rien. Je tirai la chaise à côté de son lit. Tu me dis chaque étape. Elle me donna le mot de passe et me regarda ouvrir le logiciel de montage. Le projet se chargea lentement, remplissant l'écran de rangées d'interviews, de photographies, d'enregistrements vocaux et de vieilles vidéos personnelles. Je suivis ses instructions, sélectionnai la qualité, ébauche, et choisis un dossier temporaire pour le fichier exporté. Une liste d'emplacements récents apparut en haut. L'un d'eux était un dossier nommé « Réparation familiale ». Ma main s'arrêta au-dessus du trackpad. Qu'est-ce que c'est? Harper jeta un coup d'œil à l'écran, puis détourna le regard. Rien. Juste des trucs stupides. Je sélectionnai le dossier d'exportation ordinaire en dessous. D'accord. La barre de progression commença à avancer. Je ne demandais rien de plus. J'avais promis de ne pas fouiller dans ces fichiers, et la curiosité n'était pas une permission. L'exportation avait atteint 12% quand Harper parla. Ouvre-le. Je me tournai vers elle. Tu n'as pas à me le montrer. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tout est déjà cassé. Ça ne veut pas dire que tu me dois l'accès à quelque chose de privé. Son visage se crispa d'impatience. Maman, ouvre-le, c'est tout. Avant que je change d'avis. Je cliquai sur le dossier. Des dizaines de sous-dossiers plus petits remplirent l'écran. Chacun portait le nom d'une personne, suivi de mois et d'années, Walter, Linda, Melissa, Samantha,
cousine Bette, oncle Raymond, appel de vacances, anniversaire, excuses, plan d'anniversaire de mariage. La première note que j'ouvris était datée de 2 ans plus tôt, papy et mamie se sont disputés à propos du voyage au lac. Appelle papy après le dîner et rappelle-lui que mamie pense qu'il ne l'écoute pas, dis-lui de l'appeler en premier, comme ça elle répondra. Une autre note apparut en dessous, tante Missy a encore oublié la carte d'anniversaire de mamie. Achète-en une à la pharmacie Miller. Signe au nom de Missy avant que mamie ne voie l'enveloppe. Je regardais Harper. Elle fixait le plafond. Tu as acheté cette carte. Elle m'a remboursé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Oui. J'ouvris un autre fichier. Envoie à mamie les photos du barbecue de Piper. Elle les a vues sur la page de tante Bette et pense que personne ne voulait d'elle. Ne mentionne pas qu'elle était invitée et qu'elle a dit qu'elle était trop fatiguée. La note suivante portait mon nom, rappelle à maman que l'anniversaire de la cousine Hélène est vendredi. Elle se sentira mal si elle s'en souvient en retard. Je me souvins que Harper avait mentionné Hélène pendant que je préparais le dîner. J'avais loué sa mémoire et commandé des fleurs avant de me coucher. Il y avait des plans d'appel, avec des horaires écrits à côté. Harper avait téléphoné à 2 cousines séparément après qu'elles avaient cessé de se parler, écouté chacune se plaindre, puis les avait invitées toutes les deux dans le même appel vidéo, sous prétexte qu'elle avait besoin d'aide pour identifier des personnes sur une vieille photo. Il y avait aussi des brouillons d'excuses, je n'aurais pas dû dire ça devant tout le monde. J'étais gêné et j'ai essayé de te faire sentir petit. Tu ne le méritais pas. En dessous de la phrase, Harper avait écrit « Envoie ça à tante Bette de la part de l'oncle Raymond ». S'il dit qu'il ne sait pas quoi écrire, retire la deuxième phrase. S'il se met sur la défensive, mes doigts devinrent froids contre le clavier. Dossier après dossier contenait l'architecture de moments que j'avais pris pour de l'affection spontanée. Les appels de Noël avaient eu lieu parce que Harper créait des rappels individuels. L'échange annuel de recettes familiales de Linda survivait parce que Harper contactait tout le monde en privé, collectait les recettes, corrigeait les noms, et renvoyait le fichier final à Linda pour qu'elle le distribue. Le pique-nique d'été que Linda prétendait organiser chaque année avait une liste de contrôle dans le dossier de Harper, qui avait besoin d'un transport, qui évitait qui, quels plats ne pouvaient pas être placés les uns à côté des autres parce que 2 parents se disputeraient à la table du buffet. Quel enfant avait besoin d'une pièce calme quand la foule devenait trop bruyante? J'avais vu ma mère accepter les compliments pour avoir maintenu la cohésion de la famille. En réalité, Harper le faisait depuis sa chambre. Un dossier près du bas était intitulé « Ne pas le dire à maman ». Je la regardais avant de le toucher. « Tu veux que j'arrête ?» Elle remonta la couverture plus haut sur sa taille. Non. À l'intérieur se trouvaient des rappels qu'elle m'avait cachés, dit à papy de ne pas appeler maman le jour de l'anniversaire d'Owen, à moins qu'il ne soit prêt à dire le nom de papa. Demande à tante Missy d'inviter maman directement. Car maman fera semblant de ne pas s'en soucier si elle n'en entend parler que par mamie. Ne dis pas à maman que mamie a oublié la collecte de fonds de l'hôpital, dis que l'invitation est probablement allée dans les spams. Une note se terminait par « Maman s'inquiète déjà pour moi, elle pensera que je m'inquiète trop ». Les mots se brouillèrent sur l'écran. Je pressai ma paume contre le bureau, car la pièce avait commencé à basculer. Un fichier audio s'ouvrit quand mon poignet effleura le trackpad. La voix enregistrée de Linda emplit la pièce, « Notre famille reste proche parce que je ne permets pas aux gens de s'éloigner. Quelqu'un doit protéger les traditions. Quelqu'un doit rappeler à tout le monde que la famille passe avant tout. » L'enregistrement se termina. Juste en dessous se trouvait la note de Harper, « Rappeler à tout le monde d'appeler mamie avant qu'elle ne pense que personne ne s'en soucie. » Je ne pouvais pas parler. Ma gorge se serra, et une chaleur monta à mon visage, tandis que le reste de mon corps se sentait vide. Je fermai l'ordinateur portable à moitié, non pas pour cacher les fichiers, mais parce que je ne pouvais plus les regarder et regarder ma fille en même temps. Harper observait mes mains. « Je n'essayais pas de te mentir, dit-elle. »« Depuis quand ?» Elle frotta son pouce le long du bord de son plâtre. « J'ai commencé après la mort de papa. » Je m'assis lentement. Au début, personne ne s'appelait parce qu'il ne savait pas quoi dire. Mamie s'est fâchée que les gens nous évitent. Tante Missy faisait des blagues chaque fois que le nom de papa était mentionné. Papy a arrêté de venir parce qu'il pleurait dans le garage et pensait que je ne le savais pas. Sa respiration devint irrégulière, alors elle fit une pause. Je pensais que si tout le monde restait silencieux assez longtemps, quelqu'un d'autre disparaîtrait. Peut-être pas mourir, mais partir.
Puis j'ai compris que si je rappelais aux gens quoi dire, ils appelaient. Si je leur disais quand quelqu'un était blessé, ils s'excusaient. Si je rendais les choses faciles, personne ne partait. Je me souvins de chaque fois que je l'avais qualifiée de prévenante, de mature, de sage au-delà de son âge. J'avais traité ces mots comme des éloges. Elle avait traduit le deuil pour des adultes, rédigé des excuses pour des gens 3 fois plus âgés qu'elle, et fabriqué des traditions pour que personne ne remarque le peu d'efforts que les gens y mettaient. J'ouvris à nouveau l'ordinateur portable. Les dossiers continuaient en dessous du bord de l'écran. Je fis défiler une fois, puis une autre. Il y avait plus de dates que je ne pouvais en absorber. Depuis combien de temps fais-tu tout ça? Harper fixa la liste comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas exactement, dit-elle après un moment. Ce n'était plus comme si c'était quelque chose que je choisissais. Harper rentra à la maison 6 jours après l'accident. L'affaire passer la porte d'entrée prit près de 20 minutes. Notre Porsche n'avait que 3 marches, mais la rampe temporaire que l'hôpital avait organisée était assez raide pour que je garde une main agrippée à la poignée du fauteuil roulant, tandis que notre voisin Daniel guidait les roues avant. Harper essaya de plaisanter en disant qu'elle avait toujours voulu une entrée spectaculaire, puis devint pâle lorsque nous la transférâmes de la chaise au canapé. Le temps que je positionne le coussin compensé sous sa jambe blessée, que je vérifie la telle, que je place son eau à portée de main, et que j'aligne les médicaments de l'après-midi, la sueur s'était accumulée le long de la racine de ses cheveux. L'infirmière de sortie m'avait prévenu que les mouvements feraient plus mal à la maison, car il n'y aurait ni lit réglable ni barre de traction. Entendre cela ne m'avait pas préparé au son que fit Harper lorsque sa cuisse bougea d'un demi-pouce de trop. J'avais transformé notre salon en une station de convalescence. Un tableau blanc listait chaque médicament et chaque dose. Des alarmes étaient réglées sur mon téléphone. Des serviettes propres, des poches de glace, des crackers, des câbles de charge et la cuillère adaptée attendaient dans des paniers étiquetés. J'avais même scotché un itinéraire sur le sol pour que le fauteuil roulant ne s'accroche pas au tapis. Harper regarda autour d'elle une fois la douleur apaisée. « As-tu aussi planifié où j'ai le droit de respirer ? Je voulais que tout soit prêt. » « Je sais. » Son ton faisait que les mots ressemblaient moins à de la gratitude qu'à de la résignation. À 16 heures, l'alarme de mon téléphone sonna. Je lui tendis la dose suivante, puis vérifiai l'horaire que j'avais imprimé. Piper appelle à 16h30, lui dis-je. 20 minutes suffiront probablement pour aujourd'hui. Harper leva les yeux. Tu as programmé mon appel avec Piper? J'ai demandé quand tu serais reposé. Tu aurais pu me demander. Je savais que la kiné t'épuiserait, alors j'ai choisi un moment après tes médicaments. Ce n'est pas la question. La vieille réponse monta immédiatement, j'essayais d'aider, elle avait besoin de repos, quelqu'un devait gérer la journée. J'entendis chaque phrase avant de la dire, et reconnus le même mur que j'avais construit à l'hôpital. Je posai l'horaire. Tu as raison. J'aurais dû te demander. Harper m'étudia, comme si elle s'attendait à une seconde partie. Je vais envoyer un texto à Piper et lui dire que tu appelleras quand tu le choisiras. Veux-tu que j'annule pour aujourd'hui ou que je laisse ça en suspens? Ses épaules se détendirent légèrement. Laisse en suspens. Peut-être après le dîner. J'envoyai le message exactement comme elle l'avait demandé. C'était une petite correction, mais je comprenais que les petites décisions étaient le terrain où le contrôle apprenait à se déguiser en bienveillance. Pendant la première semaine à la maison, ma famille commença à dysfonctionner. La cousine Hélène m'appela parce que personne ne s'était souvenu de son anniversaire. Walter manqua un suivi en cardiologie que Harper lui rappelait habituellement 2 jours à l'avance, et de nouveau le matin du rendez-vous. Linda découvrit qu'elle avait invité un couple 2 fois au dîner d'anniversaire de mariage, tout en oubliant le plus vieux cousin de Walter de la liste. Melissa envoya à l'imprimeur la mauvaise série de photographies, la moitié étaient des aperçus en basse résolution, et plusieurs n'étaient étiquetés qu'avec des numéros, car elle ne savait pas que Harper avait organisé les originaux par année, branche de la famille et événements. Chaque problème généra un autre appel. Linda voulait savoir si Harper avait une liste d'invités de secours. Walter demanda si je me souvenais du nom de l'infirmière de planification de son cardiologue. Melissa exigea le mot de passe d'un dossier cloud que Harper n'avait jamais promis de partager. Aucun d'eux ne commença par demander si Harper avait réussi le transfert vers la salle de bain sans pleurer, si le gonflement s'était amélioré, ou si elle pouvait dormir toute la nuit. Jeudi, Linda appela alors que j'aidais Harper à faire l'exercice de glissement du talon prescrit par son thérapeute.
Harper devait traîner son pied vers son corps sans soulever la jambe blessée, un mouvement qui semblait presque insignifiant jusqu'à ce que la douleur contracte chaque muscle de son visage. Je ne peux pas continuer à réparer les erreurs que Harper attrape normalement, dit Linda à travers le haut-parleur sur le comptoir de la cuisine. L'anniversaire est dans 5 semaines, et personne ne sait quelle version de quoi que ce soit est à jour. Harper arrêta de bouger son talon. J'attrapai le téléphone, mais elle secoua la tête. Linda continua, elle n'a pas à travailler. Elle a juste besoin de nous dire où sont les choses. Harper eut un petit rire sans aucune gaieté. Ils ont enfin remarqué que je suis utile. Je terminai l'appel avant que Linda ne puisse l'entendre. Harper fixa le plafond. Je pensais que si j'arrêtais de le rappeler pendant une semaine, tout s'effondrerait. Tu avais raison. Je ne voulais pas, sa main valide se referma sur le bord de la sangle d'exercice. Quand la voiture nous a percutés, j'ai pensé que c'était enfin assez sérieux, dit-elle. J'ai pensé que je n'aurais pas à leur rappeler de venir. La pièce devint complètement immobile autour de cette phrase. Les yeux de Harper s'emplirent, mais elle continua de parler. Je ne voulais pas envoyer 3 messages, ni dire à papy quoi dire à mamie, ni demander à tante Missy séparément parce que les conversations de groupe la poussent à ignorer les choses. Je pensais que le fait d'être à l'hôpital serait suffisant. Juste une fois, je voulais qu'ils me choisissent. Avant que je leur facilite la tâche. Je m'assis sur le tapis à côté du canapé, assez proche pour la toucher, mais sans le faire, jusqu'à ce qu'elle avance sa main vers la mienne. J'ai vu à quel point tu étais prévenante, dis-je. J'ai vu les cartes, les rappels, et la façon dont tout le monde te qualifiait de mature. Je n'ai pas vu que tu le faisais parce que tu avais peur que les gens partent si tu arrêtais. Harper s'essuya la joue contre son épaule. J'aurais dû le voir. Tu avais papa, toi aussi. Toi aussi. La réponse n'était pas cruelle. Cela la rendait plus difficile à accepter. La mort d'Owen nous avait laissés toutes les deux effrayées par l'absence soudaine. J'avais réagi en organisant chaque détail pratique que je pouvais contrôler. Harper avait réagi en organisant les gens. Aucune de nous n'avait compris ce que l'autre portait. Plus tard cet après-midi-là, Harper me demanda de lui apporter son téléphone. Elle fit défiler les photos de l'hôpital jusqu'à ce qu'elle en trouve une prise le lendemain de l'opération. Le drap avait glissé assez bas pour révéler une partie du pansement de l'incision et l'échymose qui s'étendait sur sa cuisse. Une autre montrait son plâtre à côté de la couronne en papier que Keisha avait faite. « Je veux envoyer ça au groupe, dit-elle. Ils sont toujours bloqués sur mon téléphone, mais tu peux les envoyer depuis le tien. » Elle me regarda vivement, surprise que je n'ai pas refusé. « Qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent en voyant les photos ?» demandai-je. « Du mal. »« Quel genre de mal ?» Le pouce de Harper plana au-dessus de l'écran. Je veux que mamie comprenne que ce n'était pas juste un anniversaire qu'elle pouvait déplacer. Je veux que tante Missy se sente stupide d'avoir ri. Je veux que papy voie ce qu'il a choisi de ne pas voir. Et après qu'ils aient ressenti ça, sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Je ne lui dis pas qu'envoyer les photos était mal. Je ne lui dis pas que ça empirerait les choses. J'attendis pendant qu'elle regardait les ecchymoses, le plâtre, et son propre visage épuisé. Finalement, elle verrouilla l'écran. Je ne sais pas ce qui vient après. C'est normal. Elle posa le téléphone face contre table, mais ne supprima pas le brouillon. Ce soir-là, Rena envoya un email avec une nouvelle date limite pour le documentaire. Elle précisa que Harper pouvait demander une autre prolongation ou soumettre un projet entièrement différent. Harper lut le message 2 fois. Je ne veux pas finir les gens qui m'ont fait. Tu n'es pas obligé. Le titre n'est plus vrai. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait à la place, un deuxième email apparut. Linda avait mis en copie Rena, moi, Walter et Melissa. Elle écrivit que le récent conflit familial avait rendu le projet de Harper inapproprié. Elle retirait l'autorisation pour chaque photographie, interview, vidéo personnelle et voix enregistrée appartenant à Linda, Walter ou Melissa. Elle exigeait le retour immédiat de toutes les images originales et de toutes les copies stockées sur les appareils de Harper. Rena répondit seulement qu'elle avait reçu la demande et qu'elle discuterait des prochaines étapes avec Harper et moi en privé. Harper lut l'email de Linda sans pleurer. Son visage devint calme, de la même manière effrayante qu'à l'hôpital. « Mamie vient de s'effacer de mon film, dit-elle. Avant même que je décide si je voulais la garder. » Rena appela le lendemain matin,
après que Linda eut retiré son autorisation pour le documentaire de Harper. Elle parla prudemment, sachant que chaque mot pourrait sonner comme un verdict pour Harper. L'école respectera leur demande, dit-elle. Nous retirerons les interviews, photographies et voix enregistrées de Linda, Walter et Melissa de toute version diffusée publiquement. Cela n'a pas besoin de devenir un combat juridique. Harper était assise à côté de moi, la jambe blessée surélevée, l'ordinateur portable sur un plateau rembourré. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Et pour tout ce que j'ai fait, moi, demanda-t-elle. Tes montages, tes notes écrites, ta narration, tes cartons de titres et la structure du projet t'appartiennent toujours, dit Rena. Tu ne peux pas utiliser le matériel qu'ils ont retiré, mais ils ne possèdent pas le travail que tu as créé autour. Après l'appel, je copiai chaque photographie originale sur un nouveau disque dur, avec les enregistrements de l'atelier de Walter, l'interview de Melissa et les photos d'anniversaire de mariage scannées. Je laissai de côté les chronologies, les légendes, les brouillons et les notes privées de Harper. Harper regarda la barre de progression pendant la majeure partie de la matinée. Ils pensent que tout leur appartient, dit-elle. Ils t'ont donné les photos originales. Ils m'ont donné des boîtes qu'ils ne pouvaient pas organiser. J'ai passé des mois à trouver des dates, à corriger des noms, et à demander aux gens qui se tenaient à l'arrière-plan. Je sais, dis-je. Et Harper répondit, non. Tu sais maintenant. La correction fit mal, mais je la laissai passer. À 11h30, un coup à la porte d'entrée retentit. Linda se tenait sur le porche avec Walter et Melissa. Walter tenait une boîte à photos. Melissa portait son téléphone et le disque dur que Linda avait exigé. Mon premier instinct fut de leur dire de partir avant que Harper ne les voie. J'avais déjà posé la main sur le verrou quand je m'arrêtai. Harper regardait depuis le salon. Ils sont tous là, dis-je. Veux-tu que je les renvoie, que je leur parle dehors, ou que je les laisse entrer? Sa surprise me blessa. Elle s'attendait à ce que je décide. Laisse-les entrer, dit-elle après un moment. Mais je reste ici. Veux-tu que quelqu'un te prenne dans ses bras ou te touche? Non, dit-elle. Je hochai la tête et lui dis que je le préciserai avant qu'il n'entre. Harper ajusta la couverture sur son attelle. Son fauteuil roulant se tenait à côté du canapé, et son déambulateur reposait contre la table basse, à côté de bandes d'exercice et d'une poche de glace en train de fondre. J'ai failli les Rangers, puis j'ai réalisé que j'étais sur le point de cacher sa convalescence à ma famille. J'ouvris la porte, mais ne m'écartai pas tout de suite. Harper a accepté de parler, dis-je. Ne la touchez pas, à moins qu'elle ne le demande. Si elle dit que la conversation est terminée, vous partez. La bouche de Linda se pinça. Nous savons comment rendre visite à notre propre petite fille. Vous avez eu l'occasion de le prouver. Walter baissa les yeux. Melissa roula des yeux, mais ils entrèrent sans discuter davantage. Linda resta debout jusqu'à ce que je désigne les chaises. Walter s'assit le premier. Melissa se laissa tomber dans l'autre chaise, le disque dur sur son genou. Linda prit le fauteuil, serrant son sac à main. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla, et Harper ne les sauva pas du silence. Linda s'éclaircit la gorge. La famille ne fonctionne plus. Je m'étais attendu à des excuses. Même après tout ça, une partie de moi en avait attendu. Linda lista les problèmes à la place, la liste des invités de l'anniversaire de mariage était incomplète, 2 cousines ne se parlaient plus, l'appel mensuel et l'échange de recettes s'étaient arrêtés. Une tante dans l'Ohio croyait avoir été exclue parce que personne n'avait corrigé une erreur d'invitation. Tout le monde est contrarié, dit Linda. Les choses ont toujours bien fonctionné, et maintenant, ce n'est plus le cas. Harper regarda sa grand-mère s'ensiller. Melissa leva le disque dur. Et ces fichiers n'auraient jamais dû être pris en otage. Tu fais payer toute une famille parce que mon pouce a touché la mauvaise réaction. Tu as tapé des mots après l'emoji, dis-je. Melissa se tourna vers moi. C'est entre Harper et nous. La voix de Harper s'éleva doucement depuis le canapé. Êtes-vous venu me voir, ou êtes-vous venu chercher les choses que j'ai faites? Personne ne répondit immédiatement. Linda se reprit la première. Ce ne sont pas des questions distinctes. Nous sommes venus parce que nous t'aimons, et parce que des responsabilités inachevées affectent d'autres personnes. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nous avons fait toute la route jusqu'ici, n'est-ce pas?
Harper regarda la boîte en carton au pied de Walter, puis le disque dur dans la main de Melissa. Walter suivit son regard et remarqua enfin le fauteuil roulant, la jambe surélevée, le déambulateur, le tableau des médicaments, et la sangle utilisée pour soulever sa jambe blessée. Son visage changea. Walter demanda, « Peux-tu déjà te tenir debout ?» Harper répondit, « Pas toute seule. » Il se tourna vers moi. Je pensais qu'elle se déplaçait déjà. Elle apprend à se transférer du canapé au fauteuil roulant sans tordre le fémur réparé. Walter fixa la telle. Je ne savais pas que c'était si grave. L'expression de Harper se durcit. Vous saviez que j'étais à l'hôpital. Je savais, mais ta mère a dit que tu étais stable. Stable ne voulait pas dire bien, dit Harper. Linda bougea sur sa chaise. Personne n'a dit que tu allais bien. Nous pensions que tu avais besoin de repos. Vous le pensiez après que je vous ai demandé de venir. Melissa expira bruyamment. Tout le monde a une vie, Harper. Les gens ne peuvent pas tout laisser tomber chaque fois que quelqu'un est contrarié. La main de Harper se referma sur la couverture. J'ai une vie, moi aussi. Sa voix s'éleva pour la première fois. J'avais l'école, j'avais des amis. J'avais un film que je voulais faire. Je me souvenais quand même des rendez-vous de papy. Je corrigeais les invitations de mamie. J'achetais des cartes pour vous quand vous oubliez. J'appelais les gens qui étaient fâchés les uns contre les autres pour qu'ils viennent quand même aux fêtes. Le visage de Melissa perdit un peu de sa couleur. Harper se pencha en avant, puis halta. Sa main valide vola vers sa cuisse alors que la douleur la saisissait sous la telle. J'étais à côté d'elle avant que les autres ne bougent. Arrêtez, dis-je. La visite est terminée. Linda se leva et dit, nous n'avons pas fini. Je répondis, Harper, si. Je l'aidai à se réinstaller contre les oreillers. Sa respiration était courte et rapide. Walter se leva lentement, les yeux fixés sur la feuille d'exercice à côté du déambulateur. Melissa posa le disque dur sur la table basse. Nous avons encore besoin du mot de passe pour l'archive organisée. Vous avez les fichiers originaux, dis-je. Vous n'avez pas les notes de système de Harper, ni son travail. Elle les a créées à partir de notre histoire familiale. Elle les a créées avec son temps. Linda ouvrit la bouche, mais Walter se pencha et posa la boîte en carton à côté du disque dur. Ça suffit, dit-il, et Linda se tourna vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne finit pas le film de l'anniversaire. L'événement est dans moins d'un mois. Alors nous n'aurons pas de film. Walter regarda Harper. J'aurais dû venir ce jour-là. Je n'arrêtais pas de me dire que j'appellerais après que ta grand-mère se serait calmée. Puis il s'est fait tard, et j'ai eu honte. Linda le dévisagea. Ne fais pas une performance d'excuses parce que Samantha t'a fait sentir coupable. Je me sens coupable parce que je suis coupable. Le silence ressembla à une fissure s'ouvrant sous quelque chose qui avait semblé solide pendant des années. Walter se dirigea vers la porte sans attendre. Melissa le suivit, marmonnant que tout le monde avait perdu le sens des proportions. Linda resta, regardant de Harper au fichier. Cette famille ne survivra pas si chacun ne pense qu'à soi, dit-elle. Le visage de Harper était pâle de douleur, mais sa réponse fut ferme, peut-être qu'elle ne devrait pas survivre telle qu'elle était. Après leur départ, je donnai à Harper ses médicaments et attendis que sa respiration ralentisse. Je ne lui demandai pas ce qu'elle comptait faire du documentaire. Elle ouvrit le projet d'elle-même. Une par une, elle retira les interviews retirées de la chronologie. Linda disparut la première, puis Melissa, puis Walter. Des espaces vides s'ouvrirent là où leurs visages avaient été. Harper ne supprima pas l'enregistrement de l'hôpital, ni les vieilles vidéos qu'elle avait encore le droit d'utiliser. Elle se contenta de fixer le carton de titre qui disait « Les gens qui m'ont faite ». Puis elle surligna les mots et les effaça. Un écran vide attendit, pendant que Harper regardait le déambulateur, les fleurs de Piper et la couronne en papier que Keisha avait faite. Ses doigts se déplacèrent sur le clavier et remplacèrent l'ancien titre par « Les gens qui sont venus ». Je lus le nouveau titre 2 fois. De qui parlera le film maintenant, demandai-je. Harper regarda autour d'elle, les preuves des personnes qui étaient arrivées sans rappel. Je veux commencer par eux. Harper filma Keisha en premier. Keisha était passée après son service avec un petit gâteau à la vanille du supermarché en face de l'hôpital.
la cafétéria était déjà fermée le jour de l'anniversaire de Harper, et la boutique de cadeaux ne vendait que des biscuits emballés, alors Keisha avait marché sous la pluie après minuit pour trouver quelque chose qui puisse tenir une bougie. Quand Harper lui demanda de décrire ce qu'elle avait fait, Keisha écarta la caméra d'un geste de la main. « J'ai acheté un gâteau, dit-elle. Ce n'est pas un documentaire. » Harper continua d'enregistrer. « Pourquoi es-tu sorti après ton service ?» Keisha parut embarrassée par la question. « Parce que tu avais 14 ans, et un anniversaire sans gâteau, ça me semblait triste. » C'était tout ce dont Harper avait besoin. Rena vint l'après-midi suivant, portant un trépied emprunté au laboratoire multimédia. Harper ne pouvait pas se tenir debout assez longtemps pour cadrer un plan, et le fauteuil roulant la mettait trop bas pour atteindre la poignée de réglage. Rena s'assit en tailleur sur le sol de notre salon et lui montra comment incliner la caméra à l'aide des télécommandes. Je commençais à suggérer où Rena devrait s'asseoir pour que la lumière de la fenêtre tombe uniformément sur son visage. La phrase atteignit le fond de ma gorge avant que je ne m'arrête. « À quoi veux-tu que le plan ressemble ?» demandai-je à Harper. Elle me jeta un coup d'œil, remarquant la correction. « En désordre, dit-elle. Laisse le déambulateur dedans. » Je voulais déplacer les paniers de médicaments et plier la couverture qui recouvrait la telle de Harper. Au lieu de cela, je laissais tout où c'était. Rena s'assit sur le tapis à côté du trépied, le déambulateur visible derrière elle, et un morceau de ruban de kinésithérapie collé à sa manche. « Qu'avez-vous fait quand vous avez appris l'accident ?» demanda Harper. « J'ai envoyé 6 messages à ta mère jusqu'à ce qu'elle réponde, » dit Rena. « Vous avez aussi prolongé mon délai. » Ce n'était pas de la gentillesse, c'était du bon sens. « Vous êtes venu ici. » Rena regarda vers la caméra. « Je suis venu parce que tu ne devrais pas avoir à prouver que tu vaux la peine qu'on se déplace pour toi. » Harper baissa la caméra un instant. Ses yeux restèrent sur Rena, mais elle ne posa pas d'autres questions. L'interview de Piper eut lieu 2 jours plus tard. Elle s'assit sur le porche, car Harper voulait la lumière du soir derrière elle. Piper se plaignit que la caméra la rendait nerveuse, puis l'oublia à mi-chemin de la première réponse. Elle admit que la 2e nuit de Harper à l'hôpital, elle avait passé 3 heures à faire de l'algèbre dans le couloir. Harper dormait, et les infirmières n'autorisaient pas d'autres visiteurs dans la chambre, mais Piper était restée parce que, je pourrais avoir besoin de café ou d'un chargeur. Tu ne me l'as jamais dit, dit Harper. Tu dormais. Tu aurais pu rentrer chez toi. Piper haussa les épaules. J'avais de l'algèbre de toute façon. Harper rit, et pendant quelques secondes, la caméra trembla parce que sa main gauche ne pouvait pas la tenir stable tout en riant. Elle garda cette partie dans le montage. Le nouveau film est né d'action que personne n'avait jugé assez importante pour être annoncé, Daniel construisant la rampe avant l'aube, Madame Chen laissant de la soupe sur notre porche sans sonner parce que Harper s'était enfin endormi, Keisha faisant une couronne de papier tordu. Rena assise par terre, Piper attendant dans un couloir où personne ne pouvait la voir. Je me surpris à essayer de les organiser en une séquence plus nette. Keisha devrait venir avant les images du couloir de l'hôpital, dis-je un soir, puis Rena, parce que l'école vient après la section médicale, et Piper peut faire le pont vers la convalescence à la maison. Harper fixa l'écran. J'entendis ce que je venais de dire et pris une profonde inspiration. Veux-tu de l'aide pour organiser, ou veux-tu que je regarde ? Je veux seulement que tu regardes. J'éloignai mes mains du clavier. Elle plaça chaque personne selon le sentiment de la scène, plutôt que l'ordre dans lequel les choses s'étaient produites. Le couloir de Piper venait avant le gâteau. L'interview de Rena suivait un plan vide du fauteuil roulant. Le film n'expliquait pas chaque connexion, mais il semblait honnête, d'une manière que le projet d'anniversaire de mariage n'avait jamais été. Puis Harper ajouta la capture d'écran. La question de Linda apparut à l'écran. La réaction, rire, de Melissa était juste en dessous. Le silence de Walter était visible dans la rangée des accusés de réception. Harper étira l'image sur 12 secondes de la chronologie. Les gens ont besoin de savoir pourquoi la porte était vide, dit-elle. Je voulais être d'accord. Une partie de moi voulait que les mots de Linda soient projetés assez grands pour que personne ne puisse plus les réduire à un malentendu. Rena étudia la chronologie sans toucher la souris. « Qu'est-ce que tu veux que les gens qui regardent ce film voient ?» demanda-t-elle. « Je veux qu'ils voient la vérité. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Harper croisa les bras avec précaution sur la couverture. « Je veux qu'ils sachent qui m'a fait du mal. » Rena hocha la tête.
alors la capture d'écran fait ça. Mais si elle reste, de quoi le public se souviendra-t-il à la fin du film? Des personnes qui étaient absentes, ou des personnes qui sont venues? Elle ne dit pas à Harper de la retirer. Elle rangea le trépied et laissa la question en suspens. La capture d'écran resta dans la chronologie pendant 4 jours. Harper la raccourcit de 12 secondes à 8, puis à 5. Elle la déplaça au début, puis vers la fin. Chaque fois que nous regardions le film, Linda et Melissa attiraient chaque scène vers elle. Le gâteau de Keisha devenait une réponse à leur cruauté. L'attente de Piper devenait la preuve de leur échec. Même les mots de Rena sonnaient comme une accusation. La 5e nuit, Harper sélectionna l'image et appuya sur « Supprimer ». Je ne dis rien jusqu'à ce qu'elle me regarde. Je ne leur pardonne pas, dit-elle. Je sais que non. Je ne veux juste pas que l'emoji de Tante Missy possède la meilleure chose que j'ai faite. Le vide se combla, et le rire de Piper enchaîna directement avec la scène suivante. Pendant que Harper reconstruisait le film, l'anniversaire de mariage s'effondrait sans elle. Walter m'appela une fois, non pas pour demander des fichiers, mais pour me dire qu'il avait refusé de lire le discours que Linda avait écrit. Il faisait l'éloge de leurs 40 ans de mariage et les décrivait comme le centre qui avait maintenu 4 générations ensemble. Je ne peux pas me tenir devant tout le monde et m'attribuer ce mérite, dit-il. Harper a fait plus pour que ces gens continuent à se parler que nous deux. Linda reporta la célébration le même après-midi. Dans le message qu'elle envoya aux parents, elle blâma les tensions familiales créées par mon refus de coopérer. Melissa commença à appeler les gens avant qu'ils ne puissent l'appeler. Elle disait que j'avais manipulé Harper, retenu des biens familiaux, et transformé une réaction accidentelle en une excuse pour punir tout le monde. Pour la première fois, sa version ne se propagea pas sans heurts. La cousine Beth la rappela et posa une question, « Pourquoi as-tu envoyé un visage qui rit quand Harper était à l'hôpital ?» Melissa dit que son pouce avait glissé. Beth demanda pourquoi les mots en dessous avaient glissé aussi. Melissa essaya de rire. Beth ne se joignit pas à elle. Ce silence voyagea plus loin dans la famille que n'importe quelle explication que j'aurais pu donner. Une semaine avant la nouvelle date limite de Harper, nous avons transféré les dernières images de l'hôpital depuis sa caméra. Elle a trié les cartes selon les étiquettes écrites au marqueur noir, Keisha, couloir, kiné, visite de Piper. La dernière carte disait, porte anniversaire. Harper la tenait entre ses doigts. C'est toute la journée, dit-elle. La caméra face à la porte? Elle hocha la tête. L'ordinateur attendait la carte, mais Harper ne l'inséra pas. Elle la plaça dans le tiroir supérieur du bureau et le ferma. Cette nuit-là, je passai devant sa chambre 3 fois. Chaque fois, le tiroir était ouvert. Harper regardait à l'intérieur, touchait le bord de la carte mémoire, puis refermait le tiroir sans la prendre. Je compris enfin que la carte ne contenait plus un enregistrement. Elle contenait chaque minute que ma fille avait attendu que quelqu'un la choisisse, sans qu'on le lui rappelle. Le kinésithérapeute de Harper introduisit la canne un jeudi après-midi. Depuis 2 semaines, Harper se déplaçait sur de courtes distances avec le déambulateur. La canne était censée être la prochaine étape, un signe que sa jambe gauche réapprenait à faire confiance à son poids. Elle en avait parlé toute la matinée, comme si gagner la canne prouverait que l'accident perdait enfin son emprise sur elle. Les 6 premiers pas se passèrent bien. Au 7e, son genou plia. Le thérapeute la rattrapa avant qu'elle ne tombe, mais le visage de Harper changea dès que ses 2 pieds furent de nouveau en sécurité sous elle. Elle essaya une 2e fois. La douleur se resserra dans sa cuisse, et elle se figea à mi-chemin des barres parallèles. « Je peux le faire », insista-t-elle. Son thérapeute lui dit que s'arrêter n'était pas un échec. Harper demanda à essayer une fois de plus, puis ne réussit que 3 pas avant que des larmes ne coulent sur son visage. Dans la voiture, elle se tourna vers la fenêtre et refusa de parler. J'ai failli lui dire qu'elle avait fait des progrès. J'ai failli lui expliquer que la guérison était inégale et qu'une mauvaise séance ne signifiait rien. Au lieu de cela, j'ai demandé, veux-tu que je parle, ou veux-tu du silence? Du silence. Je conduisis jusqu'à la maison sans le combler. Harper alla directement dans sa chambre après que nous l'eûmes aidé à sortir de la voiture. Elle laissa la canne à côté du bureau et utilisa le déambulateur pour atteindre son lit. Le mouvement l'épuisa tellement qu'elle ne remarqua pas que le tiroir du haut était resté ouvert. La carte mémoire étiquetée, porte anniversaire, était à l'intérieur. Je suis resté là après que Harper se soit endormi,
regardant le petit rectangle de plastique noir. Il aurait suffi d'un mouvement pour le casser entre mes doigts, de quelques secondes de plus pour l'effacer de l'ordinateur. L'envie m'effraya, car elle me semblait si familière, éliminer le danger avant que Harper n'ait à y faire face, prendre la décision assez rapidement pour que la douleur ne puisse pas argumenter. Je ramassai la carte. Puis je la reposai sur le bureau et m'éloignai. Harper se réveilla vers l'heure du dîner. Son regard se porta d'abord sur la canne, puis sur la carte. « Tu l'as sortie. » J'ai failli la supprimer. Elle me regarda vivement. « Je ne l'ai pas fait, dis-je, mais j'en avais envie. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu souffrais déjà, et je ne voulais pas que cet enregistrement aggrave ta journée. » Harper fixa la carte. Je m'assis sur la chaise du bureau, laissant l'espace à côté de son lit ouvert. « Tu peux la regarder seule, dis-je. Nous pouvons la regarder ensemble. Nous pouvons l'envoyer à Rena sans la regarder. Ou la remettre dans le tiroir et ne jamais l'utiliser. Tu me laisserais vraiment ne jamais la regarder ? Oui. Et tu ne la regarderas pas sans moi. Non. Elle tendit la main vers la carte, puis s'arrêta avant de la toucher. Regarde-la avec moi, dit-elle. Mais ne dis rien pendant qu'elle passe. Je promis. Nous avons transféré le fichier sur son ordinateur. L'enregistrement durait plus de 9 heures. Harper fit glisser la chronologie jusqu'au début, peu après que Keisha eut placé la caméra sur le rebord de la fenêtre. La première image était presque ordinaire. La porte de l'hôpital se tenait fermée au centre du cadre. La chaise visiteur vide occupait le coin inférieur. La lumière du matin était pâle sur le sol. Un chariot passa à l'extérieur, ses roues cliquetant sur un joint du carrelage du couloir. L'ombre d'une infirmière traversa l'étroite bande sous la porte. Quelque part hors champ, Harper me disait que Piper détesterait le pudding de l'hôpital. L'ascenseur sonna. La voix de Harper s'arrêta pendant plusieurs secondes. Le seul son était celui de la ventilation au-dessus du lit. Des bruits de pas s'approchèrent, ralentirent près de la porte, puis continuèrent. Harper reprit sa phrase comme si de rien n'était. La lumière changea progressivement. La bande blanche sous la porte devint plus vive, puis plus chaude. Des chariots de repas allèrent et vinrent. Des semelles en caoutchouc couinèrent. Un enfant pleura quelque part dans le couloir. Des infirmières échangèrent des informations de service, leur voix trop lointaine pour être comprise. Chaque fois que l'ascenseur s'ouvrait, Harper arrêtait de parler. Parfois, la pause ne durait qu'une seconde. Parfois, elle me demandait de vérifier le couloir. Une fois, la caméra captura mon bras entrant dans le cadre alors que j'ouvrais la porte et regardais dehors. Il n'y avait personne. Les ombres de l'après-midi s'allongèrent sur la chaise vide. Un ballon d'une autre chambre flotta devant la petite fenêtre de la porte, suivi d'une femme portant des fleurs. Harper regardait sans bouger. Les petits sont blessés plus que les messages de groupe. Les messages avaient pris quelques secondes. Ceci était chaque minute qui avait suivi. L'enregistrement atteignit le moment où Keisha apporta le cupcake. Hors champ, je m'entendis demander à Harper de faire un vœu. Il y eut un long silence, puis Harper dit, « Peut-être qu'ils viendront avant que la bougie ne s'éteigne. » À côté de moi, la vraie Harper inspira brusquement. La flamme n'était pas visible. Seule la porte et la chaise vide restaient à l'écran. L'ascenseur sonna une fois de plus. La fille dans l'enregistrement retint sa respiration une demi-seconde, attendant. C'est là que Harper craqua. Elle couvrit sa bouche de sa main valide, mais le son s'échappa quand même. Ses épaules se replièrent, et je m'approchai du lit sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre moi. Je l'ai laissé tourner parce que je voulais une preuve, dit-elle entre deux sanglots. Une preuve de quoi ? Qu'ils sont venus, sans que je le leur rappelle encore. Son front se pressa contre mon épaule. Je pensais que si je l'éteignais, il entrerait juste après. Alors je n'aurais jamais su s'ils m'avaient choisi d'eux-mêmes. Je la tins prudemment, évitant le poignet qui était encore raide et sensible. Ce jour-là, je n'ai vu que les messages, dis-je. Toi, tu as dû vivre chaque minute qui a suivi. Harper pleura jusqu'à ce que l'épuisement ralentisse sa respiration. Quand elle se redressa enfin, elle ne ferma pas le fichier. Elle parcourut à nouveau l'enregistrement, cherchant plutôt que regardant. Près du coucher du soleil, elle sélectionna une section commençant par la chaise vide et se terminant après le dernier carillon de l'ascenseur. 47 secondes.
C'est suffisant, demandai-je. C'est la vérité, sans obliger tout le monde à s'asseoir pendant toute la journée. Elle plaça le clip à la fin de « Les gens qui sont venus ». 2 jours plus tard, Linda contacta l'administration de l'école et exigea que la projection soit annulée. Elle décrivit le film de Harper comme un différend familial privé impliquant une mineure, et affirma que l'école me permettait d'utiliser ma fille pour une vengeance publique. Rena nous appela après avoir rencontré le directeur. Le film ne contient aucun nom, image, interview ou voix identifiable appartenant à quiconque a retiré son autorisation, dit-elle. Les images de l'hôpital ont été enregistrées dans la chambre privée de Harper. Aucun autre patient n'est identifiable. La projection aura lieu. Harper la remercia et termina l'appel sans célébrer. Cet après-midi-là, la lettre de Walter arriva. L'enveloppe ne portait que le nom de Harper. Il n'y avait ni cadeau, ni demande qu'elle l'appelle. Elle l'ouvrit à la table de la cuisine, pendant que j'étais assise en face d'elle. Walter avait écrit une liste. J'ai lu le message de ta mère et je n'ai pas répondu. J'ai vu Mélissa rire et je ne lui ai pas dit d'arrêter. J'ai pensé à conduire jusqu'à l'hôpital et je suis resté à la maison. Je me suis dit que je viendrais plus tard. J'ai permis que la honte devienne une autre raison de ne pas venir. Je t'ai fait attendre un grand-père qui savait déjà où tu étais. Il n'y avait aucune phrase commençant par « mais ». Il ne demandait pas pardon, ni n'expliquait ce qu'il avait eu l'intention de faire. Harper plia la lettre et la remit dans l'enveloppe. « Veux-tu répondre ?» demandai-je. Non. Je laissai la lettre là. La semaine suivante, l'école publia le programme de la projection. Le film de Harper apparut dans la section des documentaires étudiants, sous son nouveau titre. Pendant la répétition technique finale, je vis Linda près de l'entrée de l'auditorium, tenant une copie imprimée. Walter se tenait à côté d'elle. Linda fixa le titre pendant plusieurs secondes. « Est-ce que ça veut dire qu'elle nous a retirés du film ?» demanda-t-elle. Walter regarda à travers les portes ouvertes vers l'écran vide. Peut-être que nous n'étions tout simplement pas dans l'histoire qu'elle a décidé de raconter. L'après-midi de la projection, Harper se tenait en bas de nos escaliers, une main sur sa canne et l'autre agrippée à la rampe. Elle s'était changée 2 fois avant de choisir un pantalon noir, une chemise bleue ample, et la couronne en papier que Keisha avait faite, aplatie maintenant et scotchée sur un côté. Le temps qu'elle atteigne le salon, son visage était devenu pâle. « Tu n'es pas obligé d'y aller, dis-je. » L'ancienne version de moi aurait ajouté qu'elle devrait rester à la maison. Je m'inquiétais toujours de la marche, des sièges durs, et de la possibilité que Linda ou Mélissa apparaissent. Je n'ai juste pas transformé ces craintes en une décision pour elle. « Veux-tu y aller ce soir ?» demandai-je. Harper attendit que sa respiration se calme. « Oui. Je veux le voir sur le grand écran. » Alors nous y allons. Nous pouvons partir avant, pendant ou après. C'est toi qui me dis. Le lycée de Riverton avait transformé son plus petit auditorium en un espace de projection pour le programme multimédia des étudiants. Les familles remplissaient la plupart des sièges, tandis que les étudiants vérifiaient les câbles et se dépêchaient entre la cabine de projection et la scène. Rena avait réservé les 2 premières rangées pour les cinéastes étudiants et les personnes apparaissant dans leurs œuvres. Keisha arriva, portant encore un pantalon de travail bleu marine sous son manteau. Piper apporta des bonbons acidulés pour Harper. Daniel et Madame Chen s'assirent près de l'allée. Harper se laissa tomber sur le siège entre Piper et moi. L'effort la laissa respirant à travers ses dents. Quand je lui demandai si elle voulait toujours rester, elle hocha la tête sans hésiter. Quelques minutes avant que les lumières ne s'éteignent, la porte de l'auditorium s'ouvrit. Linda entra la première. Walter suivit, puis Mélissa. Ils s'arrêtèrent en voyant les rangées réservées, mais personne ne les invita à s'avancer. Ils prirent 3 sièges près du fond. Mon corps se crispa. Harper le remarqua. « Ne leur demande pas de partir, dit-elle. Je ne veux pas que ce soir devienne une question de savoir s'ils ont le droit d'être dans la pièce. » Les lumières s'éteignirent avant qu'ils ne puissent nous approcher. Le film de Harper était le 4e au programme. L'écran devint noir, puis le titre apparut en petites lettres blanches, « Les gens qui sont venus ». Il n'y avait aucune image de l'accident, de la conversation de groupe ou des blessures de Harper. Le premier plan montrait les mains de Keisha découpant des étoiles bleues dans un menu d'hôpital. Ses ciseaux s'accrochèrent au papier glacé, et elle marmonna avant de recommencer. La voix de Harper se fit entendre par les haut-parleurs. « Quand j'ai eu 14 ans, quelqu'un m'a fait une couronne.
Elle était de travers, parce qu'elle avait travaillé toute la nuit. À côté de moi, Keisha couvrit sa bouche. Le film passa à Daniel mesurant notre Porsche avant le lever du soleil. Une extrémité du ruban à mesurer claqua contre le bois et le fit sursauter. Madame Chen apparut, posant de la soupe devant notre porte et s'éloignant sans sonner. Je pensais que se manifester devait être quelque chose de grand, dit Harper. Parfois, c'était une rampe. Parfois, c'était de la nourriture laissée tranquillement parce que je dormais. Piper apparut ensuite, assise sur le sol de l'hôpital avec de l'algèbre étalée autour d'elle. Elle se plaignit que personne ne devrait avoir à résoudre une équation à deux inconnus à côté d'un distributeur automatique qui avait avalé $5. Plusieurs personnes rirent. Piper baissa la tête en souriant. L'interview de Rena suivit, le déambulateur restant visible derrière elle. « Tu ne devrais pas avoir à prouver que tu vaux la peine qu'on se déplace pour toi, » dit Rena. Le film n'expliquait pas qui avait échoué à ce test. Il n'en avait pas besoin. Les images devinrent plus personnelles. Keisha ajustant la couverture de Harper sans la réveiller. Piper étudiant la caméra pendant que Harper apprenait à se tenir debout. Moi, endormi sur la chaise de l'hôpital, une main reposant encore sur le bord du matelas de Harper. La narration de Harper restait simple, ma mère décide parfois des choses trop vite. Elle a aussi dormi sur une chaise qui lui faisait mal au dos, parce que j'avais peur quand je me réveillais. Elle ne m'avait pas fait héroïne, elle m'avait permis d'être là. Le public cessa progressivement d'attendre un méchant. Le film montrait la forme créée par des actes de présence répétés. Puis l'écran s'assombrit. La porte de l'hôpital apparut au centre du cadre. La chaise vide occupait le coin inférieur. Il n'y avait pas de musique. Un chariot cliqueta en passant. La ventilation bourdonnait quelque part hors champ. La Harper enregistrée parlait du pudding de l'hôpital. L'ascenseur sonna. Sa voix s'arrêta. Dans l'auditorium, quelqu'un bougea sur son siège. Des bruits de pas s'approchèrent de la porte et continuèrent. La Harper enregistrée reprit la parole. La lumière de l'après-midi se déplaça sur le sol. L'ascenseur sonna à nouveau. Sa voix s'arrêta à nouveau. 47 secondes, ce n'est pas long, jusqu'à ce que tout le monde comprenne ce qu'ils attendent. Personne n'ouvrit la porte. Vers la fin, ma voix enregistrée demanda à Harper de faire un vœu d'anniversaire. Après une pause, elle répondit, peut-être qu'ils viendront avant que la bougie ne s'éteigne. Derrière moi, Linda murmura, éteins ça. Le film continua, car personne dans la cabine de projection n'avait de raison de lui obéir. L'écran s'estompa au noir. Une phrase apparut, certaines personnes m'ont fait en venant. D'autres m'ont fait en me montrant ce que coûte l'absence. La salle resta silencieuse après la disparition des mots. Puis les applaudissements commencèrent. Ils n'étaient pas tonitruants. Personne ne se leva. Le son grandit simplement, jusqu'à ce que le visage de Harper devienne rouge et qu'elle baisse les yeux vers sa canne. Keisha lui prit la main. Piper appuya son épaule contre la sienne. Après le programme, Harper resta assise pendant que la foule se déplaçait autour de nous. Rena s'agenouilla à côté d'elle et lui demanda si elle préférait le hall ou la porte latérale. Harper choisit la porte latérale. Nous l'avions presque atteinte quand Melissa se mit dans l'allée. « Tu nous as fait passer pour des monstres, » dit-elle. Elle s'adressait à moi, pas à Harper. Je me plaçais légèrement entre elles, sans bloquer la vue de Harper. « Le film ne vous a pas rendu absente, » dis-je. Vous étiez absente. Melissa me fixa, comme si elle s'attendait à un combat plus long. Linda s'approcha plus lentement. Un après-midi ne peut pas effacer 40 ans de famille. La main de Harper commença à trembler autour de la canne. Je le vis et me forçai à ne pas répondre à sa place. Linda la regarda directement. « Que veux-tu que nous fassions, Harper ? Dis-nous comment réparer ça. » Harper déglutit. Les voix restantes et les chaises qui raclaient semblaient la presser. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » dit-elle. Le visage de Linda se crispa. « Je veux réparer ça. »« Non, je veux dire, je ne sais pas si c'est moi que vous voulez, ou si vous voulez juste que tout redevienne normal. » Linda ouvrit la bouche, mais Harper continua. « Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si je veux des visites, ou des lettres, ou rien du tout pendant un moment. Je suis fatigué, et je ne veux pas faire le plan pour tout le monde cette fois. » Walter s'éloigna du mur du fond. « C'est ce qu'elle a fait, dit-il.
pendant des années. Linda se tourna vers lui. Walter, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Nous lui demandons d'organiser nos excuses, de la même manière qu'elle a tout organisé d'autres. Mélissa croisa les bras. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Disparaître? Harper tressaillit à ce mot. Je répondis avant que Mélissa ne puisse l'utiliser à nouveau. Tout contact se fera au rythme de Harper. Pas celui de Linda, ni le vôtre, ni le mien. Linda me regarda. Tu es sa mère. Tu ne peux pas laisser une enfant décider de quelque chose d'aussi sérieux. Je peux arrêter de le décider sans elle. Walter hocha la tête une fois. Linda non. Nous sommes sortis par la porte latérale. L'air froid frappa Harper assez fort pour qu'elle s'arrête sur les marches. Je lui demandai si elle voulait mon bras. Elle dit oui, et je la laissai choisir où me tenir. À mi-chemin de la voiture, elle s'arrêta. Ne bloque plus de numéro pour moi, dit-elle. Je lui dis que je ne le ferai pas. Je ne veux pas leur répondre non plus. Tu n'es pas obligé. Harper resserra sa prise sur ma manche. Ne réponds juste pas, jusqu'à ce que je dise que je suis prête. Cette fois, je ne promis pas de la protéger de ce qui viendrait. Je promis d'attendre. En décembre, Harper pouvait marcher de l'entrée de l'école à la salle multimédia avec une canne, tant qu'elle se reposait avant de tenter le retour. Elle y retourna 3 matins par semaine au début. L'école organisa une chaise près de l'ascenseur, du temps supplémentaire entre les cours, et la permission de partir chaque fois que la douleur ou la fatigue devenait trop importante. Elle détesta chaque aménagement pendant les 2 premières semaines, puis admit que la chaise près de l'ascenseur était utile. 4 mois après l'accident, la guérison n'avait plus l'air dramatique. Il n'y avait pas d'alarme d'urgence ou de chirurgien se précipitant à travers les portes. Elle ressemblait à Harper se frottant la cuisse sous son bureau, dormant 2 heures après une demi-journée à l'école, et célébrant quand elle réussissait les marches de l'entrée sans me demander de l'étudier. J'apprenais à ne pas transformer chaque moment difficile en un problème que je devais résoudre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons commencé une thérapie ensemble. Notre thérapeute, la docteure Hélène Foster, a dit qu'elle n'était pas là pour réparer Harper, car Harper n'était pas cassé. Elle était là pour nous aider à remarquer la différence entre la bienveillance et le contrôle, l'intimité et le secret, le soutien et le sauvetage. Lors de notre 3e séance, la docteure Foster demanda ce qui se passait quand l'une de nous avait peur. Je fais des plans, dis-je. Harper eut un sourire fatigué. Elle fait des plans pour nous deux. Et vous, lui demanda la docteure Foster. Je m'assure que personne ne sache que j'ai peur, répondit Harper en me regardant. Je ne lui dis pas qu'elle n'aurait jamais à me cacher quoi que ce soit. Cela l'aurait rendue responsable de prouver qu'elle me croyait. Au lieu de cela, je dis, je veux devenir quelqu'un que tu n'as pas à protéger. La réponse n'effaça pas ce que j'avais manqué, mais Harper prit ma main avant que nous partions. À la maison, le dossier « Réparation familiale » resta sur son ordinateur. Harper cessa de l'ouvrir, mais elle refusa de le supprimer. « Je ne veux pas faire comme si je n'avais jamais fait ces choses », expliqua-t-elle. « Elles ont pris des années de ma vie. Supprimer le dossier donnerait l'impression que rien de tout cela n'a compté. » Elle le déplaça dans une archive intitulée « Terminé ». Après ça, les anniversaires arrivèrent sans ses rappels. Les disputes continuèrent sans qu'elle rédige les excuses. Les invitations furent envoyées avec des erreurs qu'aucune jeune de 14 ans ne corrigeait en secret. L'anniversaire de mariage n'eut pas lieu. Linda l'annula, plutôt que de se tenir sous un diaporama louant une unité familiale dont tout le monde savait maintenant qu'elle ne l'avait pas créée. Les parents qui avaient prévu de voyager se rendirent visite séparément. La cousine Bette créa une nouvelle conversation de groupe sans désigner personne comme son centre. Les gens appelaient Walter directement. Il posait des questions à Mélissa sans passer par Linda. Pour la première fois, ma mère dut regarder la famille continuer sans tourner autour d'elle. Quand les plans échouaient, personne n'appelait Harper. Cette conséquence blessa Linda plus que l'embarras public n'aurait pu le faire. Son autorité avait dépendu de la croyance de tout ce qu'elle se souvenait, coordonnait, apaisait et connectait. Une fois que Harper cessa de faire ce travail invisiblement, Linda se retrouva avec la réputation, mais aucune de la machinerie en dessous. Mélissa géra le changement différemment. Elle continua à dire aux parents que j'avais manipulé Harper pendant une période de vulnérabilité. Quand les conversations devenaient inconfortables, elle essayait de faire des blagues. Moins de gens riaient.
Au déjeuner de Noël de la cousine Hélène, Mélissa fit une remarque sur le fait que Harper produisait une autre tragédie familiale primée. Beth la regarda et demanda quelle partie était censée être drôle. Mélissa partit tôt. Après ça, les parents cessèrent de lui demander d'organiser les anniversaires, les fêtes prénatales ou les dîners de vacances. Personne ne lui faisait confiance pour prendre au sérieux les sentiments d'une autre personne quand ils devenaient gênants. Elle me blâma pour ça aussi. Harper ne me demanda pas de la défendre. Elle ne demanda pas non plus à voir Mélissa. Walter écrivit tous les 2 dimanches. Ses lettres ne mentionnaient pas à quel point il était seul ou à quel point Harper lui manquait. Il ne demandait pas quand elle lui pardonnerait. Chaque lettre décrivait une chose qu'il avait faite différemment. Il était allé à son rendez-vous de cardiologie sans rappel. Il avait appelé son frère et s'était excusé sans demander à Harper d'écrire les mots. Il avait corrigé Linda quand elle avait dit à quelqu'un que l'anniversaire avait échoué à cause de moi. Harper gardait les lettres dans une boîte à chaussures sous son bureau. Elle n'avait pas accepté de le voir. Walter continua d'écrire quand même. Linda envoya une lettre. Elle faisait 12 pages et commençait par tout ce qu'elle avait sacrifié en 40 ans. Elle décrivait le soin apporté aux parents, l'organisation des fêtes, le paiement des factures quand d'autres luttaient, et le fait de rester mariée pendant les saisons difficiles. Vers la fin, elle écrivit que Harper comprendrait un jour à quel point il était douloureux de voir une vie d'amour jugée sur une seule erreur. Harper lut la première page, plia la lettre, et la posa sur la table. Je ne suis pas prête. Je ne la finis pas pour elle. Je ne la résumai pas, ne défendis pas Linda, ni ne conseillai à Harper de la jeter. Je la plaçai dans une boîte dans le placard du couloir. C'est toi qui décides quand elle en sort, dis-je. Harper hocha la tête, et nous la laissâmes là. Son prochain film commença comme une collection d'images ordinaires, un concierge redressant des chaises après un auditorium vide, Piper rapportant un livre de bibliothèque qu'elle avait trouvé sous un siège de bus, Keisha couvrant les pieds d'un patient endormi après le départ de la famille. Rena restant tard pour étiqueter du matériel dont aucun étudiant ne remarquerait qu'il avait été organisé. Harper appela le projet, après que la caméra s'arrête. C'est sur ce que les gens font quand ils pensent que personne ne s'en souviendra, me dit-elle. À ce moment-là, elle avait terminé une semaine complète de cours partiels sans partir plus tôt. Rena, Piper et Keisha vinrent chez nous pour un petit dîner pour fêter ça. Keisha arriva avec un autre gâteau de supermarché, bien que cette fois, elle ait acheté 16 bougies par erreur. Piper apporta des devoirs d'algèbre et prétendit que c'était décoratif. Rena plaça un petit capuchon d'objectif à côté de l'assiette de Harper en guise de blague, car Harper en avait perdu 4 depuis le début des cours de multimédia. Personne n'appela la soirée une réunion ou une célébration de remplacement. La rampe de Daniel était toujours attachée au porche. La canne de Harper reposait contre sa chaise. L'alarme de ses médicaments sonna à mi-chemin du dîner, et elle avala les comprimés pendant que Piper se plaignait d'un professeur qui croyait que les week-ends étaient une occasion pour des devoirs supplémentaires. La pièce ne devint pas silencieuse ou inconfortable. La conversation fit simplement de la place pour ce dont Harper avait besoin, et continua. Je portais un bol depuis la cuisine et trouvai Harper en train de placer sa caméra sur la bibliothèque. Elle ajusta l'angle vers la table, vérifia la batterie et appuya sur « Enregistrer ». La lumière rouge apparut. Pendant un instant, elle regarda vers la porte d'entrée. Je reconnus l'habitude avant elle. Une partie d'elle attendait toujours des bruits de pas, mesurant toujours l'amour à travers des preuves qui pouvaient être rejouées plus tard. Keisha appela depuis la table, demandant si Harper comptait laisser tout le monde manger le gâteau avant qu'il ne devienne une découverte archéologique. Piper avait déjà volé du glaçage dans un coin. Rena riait en faisant semblant de ne pas le remarquer. Harper regarda les personnes assises dans notre salon. Puis elle leva la main et éteignit la caméra. La lumière rouge disparut. Elle retourna à table et se laissa tomber avec précaution sur la chaise. Personne n'applaudit la décision. Personne ne demanda ce que cela signifiait. Piper lui passa une assiette. Keisha alluma les bougies dépareillées, et Rena rapprocha la canne de Harper sans interrompre la conversation. Je regardai ma fille fermer les yeux pendant que tout le monde chantait. Elle ne fit pas de vœux à voix haute. Quand la chanson se termina, elle ouvrit les yeux et regarda autour de la table, avant de souffler les bougies. Personne n'avait eu besoin qu'on lui rappelle de venir. Personne n'avait eu besoin que Harper explique quoi dire, aplanisse une dispute ou facilite sa présence. Ils étaient simplement arrivés, et restés.
À l'hôpital, Harper n'avait pas perdu une famille. Elle avait perdu le rôle qui la forçait à maintenir la cohésion des autres pour qu'ils ne partent pas. C'était la première perte qu'il avait jamais libérée. Pour la première fois depuis la mort de son père, Harper ne pointa pas la caméra vers la porte. Elle l'éteignit, retourna à table, et fit confiance aux personnes dans la pièce pour être encore là, une fois le moment passé.